Bonjour, bienvenue à l'Odys. Aujourd'hui, je vous propose de rester un instant sur l'enjeu de la crise ukrainienne et de découvrir les chemins d'entrée dans la crise pour mieux découvrir les chemins de sortie de la crise. Pour ça, nous allons travailler avec Henri Malos, qui a été le président du Comité économique et social européen, qui a d'ailleurs à ce titre été le seul président d'une institution européenne présente sur la place Maïdan au moment des événements, et qui a subi un blacklistage de la part de la Russie pour cela, et qui aujourd'hui est président de l'association Jean Monnet. Alors Henri, 10 ans d'historique, comment comprendre l'entrée dans la crise? Bonjour d'abord. Merci Jean-François. Je crois qu'effectivement, c'est bon de revenir non pas à l'histoire antique ou ancienne, mais aux 10 dernières années. Effectivement, la crise s'est nouée entre les années 2012 et 2014, c'est-à-dire il y a 10 ans. À ce moment-là, j'étais effectivement président d'une institution européenne et j'ai vécu ce qui est, à mon sens, l'erreur majeure qui a été commise par l'Union européenne en 2013, quand elle a proposé à l'Ukraine un accord de partenariat avec des conséquences commerciales qui avaient pour effet de réduire considérablement les relations économiques entre l'Ukraine et la Russie, alors que c'était deux pays très interdépendants en raison de l'histoire. Et ça a amené effectivement l'Ukraine à devoir choisir. Comme je l'ai dit d'ailleurs lors du Conseil européen devant Mme Merkel, M. Hollande et le président ukrainien de l'époque, Yanukovych, c'était comme si on demandait à quelqu'un de choisir entre son père et sa mère. L'Ukraine est européenne, l'Ukraine a des relations étroites avec la Russie, historiques et anciennes et culturelles. Et de cette erreur est né Maïdan, c'est-à-dire le refus par le président Yanukovych de signer l'accord de partenariat sous pression de Moscou, qui avait peur des conséquences économiques, commerciales de ce choix. Le refus de Yanukovych a provoqué l'occupation de la place Maïdan, à laquelle j'ai participé, pour de très bonnes raisons d'ailleurs, parce que le président Yanukovych est un démagogue, dictateur corrompu, et il y avait en dehors de la question de la relation avec l'Europe, il y avait un rejet de sa politique. Et puis, s'en est suivi, comme on le sait, l'annexion de la Crimée, l'intervention militaire de la Russie, la guerre dans le Donbass, les accords de Minsk 2014-2015 avec garant la France et l'Allemagne qui prévoyaient l'arrêt de l'aide de l'armée russe aux séparatistes du Donbass contre des réformes institutionnelles en Ukraine pour donner plus d'autonomie aux régions et en même temps pour assurer l'égalité entre les langues, puisque bon, en Ukraine, il y a une bonne moitié des Ukrainiens qui sont plutôt russophones que parlant ukrainien, mais ce sont deux langues proches, donc en fait, ce n'est pas vraiment un problème. Mais les Russes n'ont pas retiré leur soutien aux séparatistes, les Ukrainiens n'ont pas fait des réformes institutionnelles. Chacun se renvoyant à la base, c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. En 2019, le président est élu, Vladimir Zelensky, qui est au pouvoir aujourd'hui, qui se fait élire sur un programme de paix. Il dit, moi, je ferai appliquer les accords de Minsk, moi, je ferai des réformes institutionnelles. Et puis, sous différentes pressions, des milieux radicaux, des États-Unis ou d'autres, de l'OTAN, finalement, il tourne Kazakh assez vite et il décide de mener une politique encore plus dure contre les russophones, refuse de mettre en œuvre les accords de Minsk, et nous avons la crise aujourd'hui pour le punir, entre guillemets. Donc, la Russie a commis cette folie de l'invasion des jours derniers, qui est en train d'unir tout le peuple ukrainien contre cette invasion, y compris celles et ceux qui étaient plutôt favorables à la vision russe. J'explique aussi que souvent on oppose ukrainophones à russophones. Il y a des russophones qui ne veulent pas vivre sous la tutelle de M. Poutine. La question de la langue n'est pas la question essentielle. Et aujourd'hui, c'est plutôt qu'il se profile deux types de sociétés. C'est une sorte de guerre civile entre une Russie, je dirais, impériale, je dirais même presque dictatoriale, et une Ukraine qui veut suivre un modèle plus occidental de démocratie parlementaire et de liberté. Et donc, ce sont ces deux modèles qui s'affrontent.
très malheureusement. Alors, cela étant, comment sortir de cette crise? Moi, ce que je voulais dire d'abord, c'est qu'il ne faut pas refaire l'erreur de 1918. 1918, vous vous souvenez, l'Allemagne est vaincue, on fait payer aux Allemands, on fait payer et on les humilie. On fait payer d'ailleurs en monnaie sonnée trébuchante et on les humilie, on crée de la frustration et on a comme résultat, on a eu comme résultat Adolf Hitler. Toutes choses égales par ailleurs, rien n'est comparable. Mais je crois que quand en 1990 et encore plus en 2014, après Maïdan, on a en quelque sorte humilié la Russie, voulu la dépecer, on pousse l'Ukraine à s'opposer à la Russie, on a refusé que la Russie soit associée à la relation commerciale avec l'Union européenne, donc cet accord de partenariat Union européenne-Ukraine, eh bien, on crée Poutine, c'est-à-dire un président qui était au début relativement démocratique et qui, au fil des frustrations, au fil des sanctions, est devenu autoritaire et est devenu une sorte de dictateur. Donc, face à ça, le choix qui semble fait aujourd'hui de l'escalade, c'est-à-dire des sanctions, toujours plus de sanctions, on donne des armes aux Ukrainiens, ne pourra qu'aboutir à un durcissement encore plus fort de la Russie. Alors, M. Poutine, bien sûr, n'est pas éternel, mais est-ce qu'on arrivera à renverser le pouvoir en Russie? Est-ce qu'on en a les moyens? Moi, je pense que si on veut sortir, il faut bien sûr soutenir l'indépendance, la souveraineté de l'Ukraine, montrer notre solidarité. Il faut donner à l'Ukraine une perspective européenne. C'est pour ça que j'ai lancé avec l'association Jean Monnet, nous sommes ceux qui avons, il y a 10 jours, lancé l'idée d'une adhésion rapide, pas demain, mais d'une feuille de route pour une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ce qui est tout à fait possible en quelques années, quel que soit d'ailleurs le statut après cette guerre, si l'Ukraine sera divisée, si l'Ukraine sera finlandisée, mais il y a des pays neutres dans l'Union européenne, comme d'ailleurs la Finlande, donc de lancer ce processus d'adhésion pour donner aux Ukrainiens, à la population ukrainienne, une perspective claire de leur avenir. Leur avenir est avec nous et dans l'Union européenne. Mais en même temps, il ne faut pas refaire la même erreur qu'on a commise en 1918 contre les Allemands, envers les Allemands, qu'on a commise en 2013-2014 avec l'accord de partenariat. Il faut au contraire faire ce que Jean Monnet et Robert Schuman ont fait en 1950, c'est-à-dire quand ils ont fait les premières communautés européennes, ils ont associé les Allemands. Eh bien, il faut associer le peuple russe, peut-être pas M. Poutine, mais le peuple russe, la société civile russe. Il faut développer du dialogue avec les Russes pour que les nouvelles architectures européennes qu'on va construire ne vont pas se faire contre eux. Et plus on associera la Russie, je pense que les sanctions sont utiles, mais il faut s'arrêter. Ce n'est pas besoin d'interdire des chanteurs russes dans l'Eurovision ou des judokas russes dans des compétitions internationales. Il ne faut pas créer un sentiment d'exclusion et de russophobie. Il faut au contraire se montrer ouvert, parce que c'est en se montrant ouvert qu'on fera évoluer le système en Russie. Et alors, donc, ça, cette nouvelle ouverture, Henri... Le régime se durcit. Alors, cette nouvelle ouverture, Henri, ça veut dire que ça peut ouvrir potentiellement une nouvelle ère, ça devrait même ouvrir une nouvelle ère pour l'Union européenne, parce qu'on voit qu'après l'échec des Balkans, l'Europe est à nouveau en échec et il va falloir repenser le projet. Et repenser le projet, ça va vouloir dire se concentrer sur les enjeux essentiels. On voit bien la géostratégie. Quel lien avec l'OTAN, quel lien avec la Russie, quel lien avec la Chine, avec l'Afrique, etc. Quelle posture, quelle position, quelles armes, quelle défense, quel mécanisme économique l'Europe met-elle en place? Pour l'instant, on a tendance à se perdre un peu dans des détails. Et donc ça veut dire qu'il faudrait que l'Europe repense son fonctionnement, avec plus de place pour les États, plus de place encore pour les parlements nationaux, et plus de place pour cette démocratie entre les peuples que tu évoques, de façon à développer une démocratie citoyenne, faire en sorte que les peuples accouchent eux-mêmes de leur position, de la maîtrise de leur destin, pour prendre en main ce destin tous ensemble, décider de ce qu'ils veulent, décider de quelle maison commune ils veulent et dans laquelle ils veulent vivre. Et si on ne fait pas ça, eh on va encore vers des nouveaux Brexit ou des acteurs qui vont vouloir se séparer les uns les autres. Et donc cette crise ukrainienne peut constituer une opportunité
d'une nouvelle ère. Donc évidemment, ça suppose beaucoup de méthodes et comme toujours, vous consultez la chaîne Odyssée sur les méthodes, pourquoi et comment organiser le dialogue. Vous nous mettez des pouces, vous vous abonnez, vous nous commentez, vous partagez. Merci à Henri Malos, président du Comité économique et social européen et actuellement président de l'association Jean Monnet. À bientôt. Merci Henri, merci à tous. Au revoir. Merci.